Assalamu alaikum, bienvenue dans Écho des Dames. Je suis Madina, une amoureuse du Coran et passionnée de l'apprentissage. Bienvenue dans cet espace où nous explorons des sujets profonds et inspirants pour nourrir notre foi, élever nos âmes et éclairer nos vies. Chaque épisode est une invitation à réfléchir, à apprendre et à grandir ensemble. Merci d'être là et bonne écoute. Bonjour à toutes et à tous et soyez les bienvenus dans cet épisode spécial de votre podcast Écho de l'âme. Pour une première fois, je ne suis pas seule. Je reçois une personne très très spéciale dans ce podcast. C'est ma très chère sœur et amie Salimata Traoré qui n'est plus à présenter. Donc, je la reçois dans le podcast, mais en réalité, c'est elle qui me reçoit chez elle. Donc, on a décidé de façon très improvisée d'enregistrer ce podcast et de parler de certains sujets parce que de toute façon, mes conversations avec elle ont toujours l'air d'un podcast. Donc, on a décidé d'en profiter. Salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Bienvenue. Merci. On est très honoré de t'avoir avec nous aujourd'hui. Tout l'honneur m'est choix. Donc, j'aimerais que tu puisses te présenter en quelques mots pour que ceux qui nous écoutent aussi puissent te connaître. Même si je sais que tu n'es plus à présenter pour la plupart. Bon, après, n'exagérons rien. Alors, moi, c'est votre sœur Salimata Traoré, épouse Sommet. Je suis, en tout cas, jusqu'à présent, doctorante en droit privé et sciences criminelles à l'Université de Bordeaux. Je suis également passionnée d'art oratoire, de beaucoup de petites choses à côté. Je pense que la chose que je partage le mieux, en tout cas, c'est un peu cette joie de vivre avec une certaine légèreté. Et puis bon, en tout cas, je suis très ouverte aux nouvelles expériences et tout. Je pense que celle-là aussi en fait partie. Et j'espère que ce qu'on aura échangé entre nous ici vous touchera d'une manière ou d'une autre et que ça permettra d'ajouter un tout petit, un petit plus dans votre quotidien. C'est l'objectif. Pour ne pas que ça soit un bavatage routine. Parce que sinon, on pourrait y passer toute la journée. Hein. C'est ça. En tout cas, merci beaucoup pour déjà avoir accepté ma proposition à faire ce podcast qui n'était pas du tout prévu ni préparé. Et aussi pour la présentation. On a décidé de vous parler d'un sujet sous un ton, on va dire, assez léger, mais un sujet quand même qui reste assez profond, conformément à la profondeur qu'on présente dans ce podcast. Et il s'agit de vulnérabilité. On n'a pas formulé de thème, on va dire comme ça. On a décidé de parler de vulnérabilité, d'authenticité et de confiance en soi, entre autres. Pour vous dire vrai, c'est parti d'un livre que je vois en ce moment même exposé dans la bibliothèque de Salimata Traoré, le pouvoir de la vulnérabilité de Brené Brown, un livre sur lequel j'ai déjà rédigé un petit article sur Facebook. Et c'est un livre qui parle d'un sujet que je pense nous touche presque tous et toutes. Donc on va parler aujourd'hui de vulnérabilité, précisément de nos vulnérabilités nous-mêmes. Qu'est-ce que déjà ce thème, ce mot vulnérabilité évoque en toi? Qu'est-ce que ça t'évoque quand on parle de vulnérabilité? Honnêtement, je pense que, et tu l'as constaté d'ailleurs, c'est un mot qui ne m'effraie pas tant que ça, parce que je sais que c'est un mot qui peut faire peur. Mais moi, de tout ce que je vis et que j'ai vécu, j'ai toujours trouvé que c'était humain, en fait, tout simplement, d'être vulnérable. Donc, quand il y a une vulnérabilité, que ce soit par rapport au plan psychologique ou en tout cas face à une situation où on est dépassé parce que physiquement, on n'a pas la force de s'en sortir ou qu'on a besoin d'aide. Enfin, j'ai toujours été quand même en harmonie avec ça. Et pour moi, un peu comme dans la philosophie même du livre hein, que je garde dans la bibliothèque, comme tu as dit, c'est vraiment pas forcément une faiblesse, la vulnérabilité. Tout au contraire, tant qu'on peut l'admettre soi-même et tant qu'on peut mettre des mots sur ça, et tant qu'on peut les identifier par rapport à nous-mêmes, ça peut être une force le plus souvent.
Donc, c'est plus quelque chose qui est à exploiter un peu comme une mine d'or, hein, et qu'autre chose qu'à fuir en fait. Parce qu'il y en a qui sont plus dans l'idée de parfois se montrer tout le temps à la hauteur, tout le temps fort, tout le temps apte, alors que c'est pas forcément ça la solution à chaque fois. Parce que plus vous montrez que vous n'avez point de vulnérabilité, plus même la nature ou les hommes de façon générale vous en demandent encore et encore. Parce que on ne demande des choses qu'à ceux qui montrent qu'ils peuvent en donner davantage. Pourtant, quand vous établissez vos limites, donc vous êtes conscient de vos vulnérabilités, donc de ce que vous ne pouvez pas faire, l'un dans l'autre, il y a plus d'équilibre qui s'installe naturellement. Les gens savent ce qu'ils peuvent vous demander ou pas, les gens savent les limites qu'ils peuvent dépasser ou pas. Et vous aussi, vous savez dans quoi vous pouvez vous engager ou pas. Et comme ça, vous vivez un peu, j'ai envie de dire, un peu plus tranquillement, quoi. Sinon, le reste du temps, ça devient très compliqué à gérer. C'est très compliqué à gérer. C'est un constat que moi je fais dans la vie de façon générale et dans la vie de certaines personnes de façon assez spécifique. Donc on va dire que la vulnérabilité, c'est le fait d'oser se montrer à la face du monde tel qu'on Tel est. qu'on est. C'est de ne pas vouloir montrer coûte que coûte une version améliorée de soi qu'on ne serait pas. C'est de ne pas vouloir camoufler ses faiblesses et ses limites. C'est de ne pas forcément vouloir apparaître de façon parfaite à la face du monde. Donc, c'est de comprendre et d'accepter le fait qu'on a des limites et que c'est tout à fait humain. Oui, tout à fait. Et partant de cette définition, est-ce que tu penses que tu as déjà eu, quand tu réfléchis depuis ton enfance jusqu'à maintenant, des moments où tu as eu du mal justement à assumer on va dire tes vulnérabilités? Euh, en tout cas, aussi loin que je me souvienne, je ne pense pas. Parce que c'est vrai qu'il y a différentes façons de gérer ça, soit en partageant avec les autres, que ce soit les parents quand on était un peu plus jeune ou avec le conjoint aujourd'hui. Mais de mémoire, je n'ai jamais eu de difficulté à le faire. Parce que même si, à un moment donné, gérer sa vulnérabilité peut demander qu'on se referme un peu sur soi, ne serait-ce que même pour pouvoir je vais chercher à comprendre même le problème qui, qui est en face de nous, parce que parfois on se sent démuni, on se sent impuissant, on se sent en tout cas un peu à la, on va dire quoi, à la touche, mais sans savoir réellement pourquoi. Donc parfois il y a un instant de repli qu'il nous faut pour pouvoir déjà mettre les mots sur ce qu'on ressent, sur ce qu'on vit, sur ce qu'on pense être le blocage. Et le temps maintenant de pouvoir l'exprimer, soit par rapport à la personne qui nous pose cette situation, ou en tout cas essayer de trouver une solution auprès d'une personne ressource, que ce soit les parents ou quelqu'un de proche. Mais en tout cas, à chaque fois que j'ai eu un problème face auquel je me sentais vulnérable, j'ai rarement en tout cas été dans l'idée de ne pas l'exprimer. Que ce soit parce que j'ai pris du temps pour pouvoir me les clarifier à moi-même, pouvoir les exprimer à quelqu'un, ou même j'ai pris du temps de pouvoir les clarifier, d'exprimer à Dieu. Ça c'est important parce que c'est l'interlocuteur privilégié, dans mon cas même surtout. Parce que même si ce sont des choses qui se gèrent humainement, toujours est-il que l'être suprême, c'est celui qui voit encore avec plus de hauteur certaines situations que nous ne pouvons pas voir. Nous n'avons pas, en tout cas, l'omniscience qu'il faut pour pouvoir étudier une situation dans tous ses angles. Donc, souvent, on fait ce qui est humainement possible et le reste, on en parle à Dieu pour qu'il puisse aviser de façon beaucoup plus efficace. Donc, que ce soit parce que j'ai eu recours à des personnes ressources, recours à Dieu presque tout le temps, recours à des proches ou même à ma propre expertise, parce que il faut comprendre qu'il y a des moments où il faut soliloquer. Hein. C'est que genre, j'aime bien ce que certaines personnes disent entre-temps.
Genre, évidemment que je me parle à moi-même parce qu'il y a des situations dans lesquelles j'ai besoin d'un avis d'expert. Oui, parce que en vrai, Oui. dans certaines situations, se parler à soi-même, c'est comme parler à un expert. Et aller en consultation sans Justement, payer. c'est ça. Donc, parfois, on est l'expert de certaines situations et puis on trouve la solution en se parlant, quoi. Donc, en tout cas, ce que je peux dire, c'est que je ne me souviens pas. C'est pas comme si je veux bien camoufler les choses, mais en tout cas, pour tout ce que j'ai estimé être une vulnérabilité, d'une manière ou d'une autre, peu importe le temps que ça a pris, je l'ai exprimé, soit à quelqu'un, soit à Dieu. En tout cas, je l'ai évacué, quoi, pour pouvoir... Je ne doute point du fait que tu ne camoufles rien du tout parce que je te connais depuis bon nombre d'années maintenant et pour moi, tu es l'une des personnes qui s'assume le plus en termes de force et aussi de limites. Voilà. C'est-à-dire que je vois en toi une personne qui a parfaitement conscience de ses forces, mais qui a tellement aussi conscience de ses limites qu'on n'a même pas besoin de le lui rappeler. Et tu sais, on n'est plus amis, on est sœurs, mais je te fais rarement des remontrances ou des trucs, parce que quand j'en parle en sachant que tu le sais déjà, et qu'en principe, tu sais ce qu'il y a à faire, et que si tu ne le fais pas, c'est parce que pour toi, peut-être, c'est pas le bon moment. Donc, j'ai appris à être tolérante et patiente parce que tes limites, tu en as déjà conscience et on n'a pas tellement besoin de les rabâcher à chaque fois pour dire telle chose. Et cela démontre l'importance de se connaître soi-même. Et franchement, c'est fait une grâce d'Allah. Je sais pas si tu te rappelles, en 2017, tu m'as dit cette phrase, la sagesse n'a rien à voir avec l'âge, la sagesse est un don d'Allah. Tu vois, je ne l'oublie pas. Et depuis, je comprends que c'est pas parce on est vieux, on a des cheveux ou des barbes qui commencent à blanchir qu'on a plus de sagesse. La sagesse est vraiment un don d'Allah qu'il donne à qui il veut, même si c'est à un jeune. Euh, donc, et dans ce que tu viens de dire, je comprends que l'entourage est très important. Tu vois, peut-être que si certaines personnes n'arrivent pas à assumer leur vulnérabilité, c'est parce que l'environnement familial ou l'environnement proche depuis l'enfance ne l'a pas aussi favorisé. Et on prend l'exemple ici, en fait, en Afrique, un garçon, ça pleure pas. Oui. Voilà, il soit plus fort. C'est les garçons qui sont le plus, les hommes en tout cas, qui sont le plus touchés par ça, mais ça peut toucher aussi, en fait, aux filles. Lorsque tu te trouves être l'espoir de la famille, on compte beaucoup sur toi, on espère que si, que ça. Donc, on ne te permet pas de d'accepter tes faiblesses, de les montrer et de les vivre. Tu n'as même pas la possibilité de l'exposer aux autres. Donc, depuis petit, imagine un petit garçon de 4 ans déjà qui doit ravaler ses larmes et puis se tenir droit, camoufler ses émotions parce que c'est un homme qui doit faire bonne figure. Comment est-ce qu'en grandissant, on peut demander à une telle personne d'assumer ses vulnérabilités? En fait, il n'en a presque plus parce que c'est camouflé tellement au fond que si ça doit sortir, ça risque d'exploser et ça risque d'être vilain en réalité. Donc, l'environnement est très très important pour que dès le jeune âge, on puisse permettre aux enfants de mettre des mots sur ce qu'ils ressentent et de ne pas voir certaines émotions, certaines situations qu'ils vivent comme des faiblesses ou comme si c'était de leur faute, vivre ça comme de la culpabilité, mais mettre des mots dessus, permettre de les calmer et amener l'enfant à l'assumer et à le gérer de la meilleure des manières pour qu'en grandissant, l'enfant puisse être plus authentique et, et ne pas porter en fait un masque à la face du monde. Oui, je suis tout à fait d'accord avec ça parce que, en vrai, même moi, je ne l'ai pas dit plus tôt, mais la facilité que j'ai ou que j'avais, en tout cas que j'ai jusqu'à présent, de m'exprimer, que ce soit face à des gens en qui j'ai confiance, mon époux, la famille, c'est parce que ça a été cultivé dès l'enfance. C'est-à-dire que je n'ai pas eu de censure en vrai. À chaque fois que j'avais une peine, c'était respecté par mes parents. C'est-à-dire que même si eux, ils ne comprenaient pas pourquoi est-ce que moi j'avais de la peine pour telle ou telle chose, même s'ils jugeaient ça minime, ils prenaient le temps de m'écouter. Et en m'écoutant, ils comprenaient que même si c'est quelque chose d'insignifiant à eux leurs yeux, c'est important pour moi, donc ça doit être pris en compte. Ne serait-ce qu'en me disant, Yako, quoi. C'est que ça va passer, c'est pas si grave que ça, mais on comprend que tu as mal, ou en tout cas que c'est quelque chose qui te touche.
Donc, quand l'enfant est déjà dans un environnement où on respecte ses peines, même si on ne les comprend pas toujours, ça le favorise en fait, ça délie sa langue. Donc, il se sent légitime à en parler. Et même l'aspect de le garçon ne pleure pas ou une fille, parce que parfois, généralement, même les filles, quand elles font le ménage ou la cuisine et qu'elles se brûlent les doigts, on lui dit, toi, tu ne seras pas, genre, toi, tu Tu n'es connais pas pas une encore, femme, c'est ça. tu connais Il pas était l'accouchement, moussouillard, c'est c'est ça. ça, c'est que on te prépare à une douleur plus grande que même ton esprit ne peut pas forcément envisager pour le moment, juste pour te dire que ça ne vaut rien ce que tu ressens. C'est que genre, tu n'as pas à te plaindre de te brûler les doigts aujourd'hui parce que tu vas accoucher demain. Donc, finalement, le jour où elle va se brûler encore, en tout cas le jour suivant où elle va se brûler, le aïe ne va pas sortir. Pourtant, elle a mal. Donc, c'est l'accumulation de tous ces aïe qui ne sortent pas là et qui s'étendent sur d'autres aspects de nos vies qui font que on se cache du monde, on se recroqueville sur soi-même, on n'arrive pas à s'afficher tel qu'on est. Et parfois, il y a des gens qu'on croit à tort qui sont forts, alors qu'ils souffrent intérieurement. Et c'est ce qui est dommage parce que ce sont des gens à qui on en demande toujours plus qu'il ne faut, plus qu'ils ne peuvent en donner, mais juste parce que ils n'ont pas été capables d'assumer leurs limites. Donc, tout le monde pense que tout va bien. Et aujourd'hui, j'ai de la peine à le dire, mais j'ai envie de dire que toute la société est malade, ou en tout cas quasiment toute la société est malade, parce que il suffit juste d'avoir une conversation profonde avec les gens pour savoir à quel point ils sont mal dans leur peau. Alors que ce sont des gens qui sont bien habillés, ils brillent, quand tu les vois, ils sont tous sourires, mais au fond d'eux, ils sont brisés. Au fond d'eux, ils sont, je sais pas, ils sont perdus. Ils ont juste besoin même qu'on leur pose la vraie question de est-ce que tu vas bien? Et pas dans le sens formel, de dire oui, ça va. Non, est-ce que tu vas réellement bien? Parce que quand on pose des questions comme ça à des gens et qui savent que vous êtes disposé à les écouter profondément, parfois vous ne les reconnaissez plus en fait. Oui, parce qu'ils ont accumulé trop de choses. Et c'est ça qui est dangereux parce que s'ils avaient eu, en tout cas, la prédisposition depuis le bas âge, depuis enfant, à s'exprimer, ils allaient avoir beaucoup plus de facilité à évacuer les choses progressivement. Et en ce moment, il n'y a pas d'accumulation qui tienne. Et c'est ce qui fait que j'aime bien, je pense que c'est une citation qui dit que il faut apprendre à respecter les peines des enfants, même si la cause, ce n'est que la perte d'un caillou. Ouais. Du coup, ça se respecte. Et quand l'enfant grandit avec cette idée, peu importe l'ampleur du problème, ça ne s'accumulera pas parce que d'un moment à l'autre, même si ça lui prend du temps de pouvoir se recueillir, la personne va s'exprimer. Et déjà, s'exprimer, c'est un début de solution. Parce que parfois même, il y a certains problèmes sur lesquels on n'a pas forcément besoin que quelqu'un nous donne une solution miracle, ou en tout cas, une porte de sortie en soi. Juste l'écoute, où on sent que la personne compatit vraiment à ce qu'on vit, ça nous libère en fait. C'est soulageant. C'est ça, c'est ça. Et beaucoup de gens n'ont pas ça. Déjà, eux-mêmes, même si tu leur proposes ton écoute, ils se sentent pas en sécurité de se livrer parce que ils n'ont jamais été face à cet exercice d'exprimer leur vulnérabilité. Et surtout parce que les fois, en tout cas les premières fois où ils ont tenté de le faire, on leur a montré que ça ne se fait pas. Qu'il faut se montrer fort. C'est comme ça. C'est comme, je pense, il n'y a pas, la semaine passée, je voyais une publication sur Facebook d'une amie qui, je ne sais pas, et en tout cas, elle a réagi à une autre publication en disant que elle va apprendre à ses enfants. Non, c'est pour ça elle va éduquer ses enfants à être durs. Un peu comme, je pense que la publication d'origine disait que la société devient de plus en plus intolérante, sans pitié envers les gens, ou je sais pas trop quoi. En tout cas, quelque chose dans ce sens. Et elle a dit que c'est pour ça qu'elle va éduquer ses enfants à être durs. J'ai dit non, en fait. C'est ça l'erreur, justement. Parce que la société est telle qu'elle est, malheureusement. Mais la solution n'est pas tant de
de casser en vos enfants le fait qu'ils puissent exprimer de façon naturelle leur gentillesse, leur amour, leur empathie ou leur bienveillance envers les autres, en fait. C'est une négation de leur personnalité que vous voulez faire. Genre, c'est pas parce il a un caractère dur qu'il va forcément s'en sortir. Déjà, on a assez de problèmes comme ça. Je pense que le monde a besoin de beaucoup plus de gentillesse et de bienveillance. Tout ce que vous devriez leur apprendre, c'est que la bienveillance et la gentillesse ne doivent pas se faire au détriment de leur propre bien-être. Et c'est en cela que eux-mêmes, ils doivent être conscients de leurs limites. Il faudrait en fait éduquer nos enfants dans le sens où ils puissent comprendre que c'est bien d'être gentil, c'est bien d'être bienveillant, mais il ne faudrait pas que cette bienveillance soit le prétexte de, on va dire quoi, d'une menace à leur bien-être à eux-mêmes. Parce que, comme on dit, les gens ont tendance à abuser de ceux qui ont un bon cœur. Donc, c'est ce qu'il faut en fait essayer de leur faire comprendre pour que, pour quelques signes assez visibles de mauvaise foi, ils puissent eux aussi se préserver. Mais sinon, les éduquer automatiquement à être durs, ce serait donner beaucoup plus de fil à retordre au monde en fait. Alors que, comme je l'ai dit, on a assez de problèmes comme ça dans le monde et on a besoin de beaucoup plus de gentillesse et de bienveillance. Et pour que le cycle même puisse se rééquilibrer, j'ai envie de dire, d'une génération à l'autre, pour qu'on puisse avoir en tout cas, même si c'est dans 1000 ans, un monde beaucoup plus bienveillant, il faut déjà que ça commence quelque part. Et si nous, notre solution de riposte, c'est de préparer nos enfants à être des durs, parce que la société est sans pitié, c'est que c'est pas demain la veille qu'on aura un monde beaucoup plus soft, en tout cas plus agréable à vivre pour tout le monde. Et ce serait vraiment dommage, parce que ça finira par être une gêne, vu que la dureté n'entraînera que la dureté, donc œil pour œil, dent pour dent, et ça ne pourra pas donner quelque chose de très glamour, j'ai envie de dire. C'est pas mignon du tout, comme on dit. Donc, honnêtement, en tout cas, j'ai commenté et j'ai essayé de me faire comprendre, même en allant dans, parce que je pense que j'ai cité 2 hadiths même du prophète. Le premier, c'était celui de Muslim, je pense, qui interpelle le fait que la douceur n'a jamais été dans quelque chose sans l'enjoliver. Et Non, non, la douceur, oui, sans oui, l'enjoliver. oui, et la laideur n'a jamais La été, dureté. la dureté justement n'a jamais été dans quelque chose sans l'enlaidir en fait. C'est-à-dire que peu importe de quoi il s'agit, peu importe ce que ça vous coûte, tant que vous pouvez le faire, soyez doux. Parce que ça a du charme, la douceur. Même pour une femme, quand on le dit, pas que c'est un prétexte pour se faire marcher dessus, mais une femme douce, elle séduit en fait. Ne serait-ce que dans sa façon de parler, dans ses gestes. C'est quelque chose, en fait, c'est déjà un message qu'elle envoie à l'autre. Ça la rend beaucoup plus accessible, la communication est beaucoup plus facile à établir, plutôt que quelqu'un qui a un visage fermé, ou qui, en tout cas, quand on la regarde, elle-même, c'est la dureté incarnée, ou même quand elle parle à quelqu'un à côté, on sent qu'elle est sur la défensive. Donc, même si tu avais de bonnes intentions envers la personne, ça te freine. Ce n'est peut-être pas on va dire quoi, le vrai caractère de la personne, parce qu'au fond, ça peut être une crème, mais tu ne le sauras jamais, parce que déjà, sa dureté, genre, ça te repousse. Donc, en tout cas, j'ai essayé comme je pouvais, en tout cas, de lui expliquer qu'en réalité, la solution, c'est pas d'éduquer nos enfants à être durs. En fait, il y a tellement de points sur lesquels je pourrais revenir dans ce que tu as dit. Tu as dit une phrase, je sais plus c'est exactement quoi la phrase, mais en fait, oui, c'est n'écris pas, par rapport à l'exemple lié au fait que si la petite fille se fait brûler, il faut pas crier. Ouais. Subhanallah, je peux pas comprendre cette mentalité-là. Et surtout, ce que je peux pas comprendre, c'est comment est-ce que cela s'est ancré profondément dans notre communauté. En fait, dans la communauté musulmane, au niveau de l'éducation des enfants, il y a beaucoup d'efforts à faire. Alors que tu l'as dit, le prophète a dit dans ce hadith de Muslim
La douceur n'a jamais fait partie d'une chose sans l'enjoliver et la laideur n'a jamais fait partie d'une chose sans la laidir. Et il y a une autre hadith qui dit que, en fait, si le prophète, oui, c'est un verset du Coran, je ne me rappelle plus exactement, mais ça dit entre autres que si le prophète avait commencé à prêcher l'islam et à proposer l'islam aux gens, sans douceur, les gens n'allaient pas y adhérer. C'est-à-dire, Allah lui-même nous dit que c'est la douceur qui facilite l'adhésion, la collaboration et le fait que les gens puissent pencher vers nous pour X ou Y. Mais comment est-ce que ça se fait que c'est justement dans notre communauté qu'on trouve le plus de dureté dans l'éducation? C'est plus chez nous que tu ne vas pas voir le papa s'asseoir pour causer avec ses enfants. C'est plus chez nous que tu as l'impression qu'en dehors de la chambre, que le mari et puis la femme ne se parlent presque pas. À part salam alaikum wa alaikum salam, il n'y a rien d'autre en fait entre eux. Déjà en termes de modèle, qu'est-ce qu'on transmet? Mais dans l'éducation des enfants eux-mêmes, les enfants n'ont pas droit à la parole. J'ai l'impression qu'on a tellement compris cette histoire de il faut respecter l'aîné, il faut respecter les aînés, qu'on en vient à casser la personnalité de la future génération à travers cette façon de les éduquer. L'enfant n'a pas droit à la parole. Quand papa parle, tu te tais. Quand maman parle, tu te tais. Quand c'est le grand frère, tu te tais. Et finalement, c'est nous, on veut que cette même génération dehors puisse reprendre le flambeau, puisse être des leaders. Comment est-ce que je peux prendre la parole dehors si je n'ai jamais eu droit à la parole dedans? C'est pas possible. On peut pas demander n'importe qui. C'est un exercice qu'il n'a jamais fait. Et d'ailleurs, tu lui as fait comprendre dans sa tête que ça ne se faisait pas. Et c'est bien ancré. Donc, même s'il devient cadre dans une société et qu'il est à la réunion, peu importe le poste qu'il occupe, il aura toujours du mal à prendre la parole et puis à donner son avis. C'est pas le genre qui va dénoncer les inégalités dans la société. Lui, c'est le bon soldat, on va dire, le bon mouton, voilà, dans le troupeau qui suit les directives et qui ne remet jamais rien en cause. Et même s'il y a des choses à remettre en cause, malheureusement. Non, je pense qu'il y a cette éducation que tu as relevée là, qu'il faut revoir justement pour permettre aux gens de s'assumer à 100% et d'oser remettre en question ce qui n'est pas bien. Il y a dans l'exemple de la vie du prophète, il y a beaucoup de situations dans lesquelles on a vu des femmes prendre la parole devant le prophète pour dire qu'ils n'étaient pas d'accord par rapport à une situation donnée. Des enfants, des personnes plus jeunes que le prophète prend la parole devant lui et lui dire « Je ne partage pas cet avis, je ne comprends pas cet avis, je ne suis pas d'avis avec ça. » Le prophète ne s'est pas fâché, il n'a pas haussé le ton, il s'est expliqué. Et dans certaines situations, il a donné raison à ces personnes-là. Et comment ça se fait que nous, on se soit éloigné tellement de cela qu'aujourd'hui, on en vient en fait à être là. Et je rebondis sur un autre point que tu as dit par rapport à l'exemple du post sur Facebook. Mais n'est-ce pas ce à quoi la société, même de façon générale, lorsqu'on quitte la cellule familiale, nous invite aujourd'hui, nous les femmes, à porter la culotte, à mettre la veste, à nous dépouiller de nos vulnérabilités et à adopter cette posture de boss lady, voilà, de businesswoman, voilà, de femme qui n'a aucune vulnérabilité, qui est forte, qui est indépendante, qui est puissante, et ainsi de suite, et qui se dépouille de toute sa vulnérabilité et de tout son charme en même temps. Sa féminité, finalement. Et ça fait qu'on éduque aussi nos enfants à ça, même nos filles, on commence à les éduquer à ça, mais c'est reste que dans notre attitude, et même si on ne le dit pas clairement. Comme vous le savez, je vous donne rendez-vous dans la deuxième partie de cet épisode, juste en haut de cette vidéo, pour la suite. À tout à l'heure.